Nous allons voir maintenant une nouvelle notion sur les fonctions, la notion de fonction composée. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré en classe de première avec la fonction exponentielle. Même avant, quand on écrit par exemple racine carrée de 3x plus 5, c'est une fonction composée. Donc on va voir sur quelques exemples à partir de la définition. Donc définition, je vais prendre soit u, une fonction définie sur un intervalle i, définie sur un intervalle i, et soit v, une fonction définie sur un intervalle j, attention, un intervalle j contenant u de i, c'est-à-dire l'image de l'intervalle i par la fonction u. On définit sur l'intervalle i la fonction, alors elle se note v rond u, composée de u suivi de v par, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a v rond u de x qui est égal à v de u de x. J'ai mis une parenthèse de trop. v de u de x. Voilà donc la définition d'une fonction composée. Ça va être un petit peu plus parlant sur des exemples. Je vais prendre un seul exemple, ça suffira. Exemple. Je vais prendre donc deux fonctions qui sont définies sur R. Je vais prendre u de x est égal à x au carré plus 3. Et je vais prendre v de x est égal à 2x moins 5. Alors, je vais calculer deux choses. Je vais calculer v rond u et u rond v. Donc, on a quel que soit x appartenant à R. Je vais prendre donc v rond u de x. C'est égal donc à v de u de x. C'est donc égal à v de u de x, c'est-à-dire de x au carré plus 3. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend maintenant la formule de v de x et on remplace petit x par x au carré plus 3. Ça nous fait donc 2 fois x au carré plus 3 moins 5. Ce qui nous fait donc est égal à 2x au carré plus 6 moins 5, ce qui nous fait 2x au carré plus 1. Voilà donc notre fonction v rond u. Regardons maintenant, on a l'habitude en général de faire 2 fois 3, ça fait 3 fois 2, etc. Regardons si on calcule u rond v. Si je fais u rond v de x, c'est égal à u de v de x cette fois-ci. Et ça va nous faire donc est égal à u de quoi? U de 2x moins 5. Vous remarquez que dans l'écriture v rond u, on a fait la fonction u en premier et la fonction v en deuxième. Il y a une inversion entre l'ordre dans lequel on prend les fonctions et l'ordre dans lequel on l'écrit avec la notation v rond u. On écrit v rond u pour avoir cette notation-là, avoir le même ordre ici et là. Donc ça nous fait u de 2x moins 5, ce qui nous fait, alors u de 2x moins 5, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fonction u et on remplace x par 2x moins 5, ce qui nous fait donc 2x moins 5 au carré plus 3. Ici, c'est une identité remarquable, ça nous fait donc 4x au carré. Le double produit 2x fois 5, ça nous fait 10 fois 2, ça nous fait donc moins 20x plus 25 plus 3. Et ce qui nous fait donc ici 4x au carré plus moins 20x plus 28. Plus 28. Donc, vous voyez que ici il y a un résultat très important, c'est-à-dire que si on calcule v rond u et u rond v, eh bien, on ne trouve pas obligatoirement le même résultat. Il peut y avoir des cas où on trouve le même résultat, mais généralement, c'est légèrement différent. Donc ici, attention, on a souvent v rond u est différent de u rond v.
D'accord, donc pas de commutativité. Pas de commutativité. Commutatif, ça veut dire qu'on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Alors, on arrive, donc voilà ce que c'est que la composition de fonctions, et on arrive maintenant à un complément de dérivation qui est très simple au niveau du théorème, de l'intitulé du théorème, mais la démonstration est très compliquée. Donc on y va, propriété, c'est que si la fonction u est dérivable sur un intervalle i, et la fonction v dérivable sur l'intervalle j contenant u de i, alors v rond u est dérivable sur i, et on a, alors je ne l'écris pas avec les abscisses, mais j'écris la formule, hein, c'est une formule de dérivation. Donc v rond u prime va être égal à u prime multiplié par v prime rond u. Voilà donc cette formule de dérivation ici qui est très importante et qu'on rencontre très souvent dans les démonstrations et qui nous permet de donner aussi d'autres formules de dérivation. On le verra un petit peu plus loin. Alors, on va essayer de faire la démonstration. Cette démonstration est très compliquée, c'est peut-être l'une des plus compliquées de l'année. Elle est donnée, bon, il faut la comprendre, après être capable de la refaire, c'est encore autre chose. On va dire donc soit démonstration. Démonstration. Je vais dire donc soit A appartenant à l'intervalle I. Je vais dire que U est dérivable en A. Ça, c'est équivalent. D'après les formules de dérivation, si je le retrouve ici, je vais le prendre là. Pour avoir la dérivabilité, je vais prendre cette chose-là, f de a plus h, c'est égal à f de a plus hl plus h epsilon de h, avec L qui est donc le nombre dérivé de la fonction. Donc je vais dire ici, u de a plus h est égal à u de a plus h u' de a plus h epsilon de h. Alors je vais prendre epsilon 1 de h parce que je vais avoir besoin de plusieurs epsilon pour cette démonstration. Avec la limite lorsque h tend vers 0 de epsilon 1 de h est égal à 0. Voilà, j'ai utilisé donc la définition, une des définitions de la dérivabilité de la fonction u en a. Je remarque ici que c'est équivalent à dire, et je l'utiliserai plus tard, que u de a plus h moins u de a, c'est-à-dire que je vais passer l'u de a de l'autre côté, est égal à h u' de a plus h epsilon 1 de h. Alors ça, c'est un premier résultat que je vais encadrer ici parce que je vais l'utiliser par la suite. Donc, il sera plus visible si je l'encadre de façon à le revoir. Je vais même mieux, je vais le numéroter, celui-là. Alors, maintenant, je vais dire que U de A, bien entendu, appartient à J, puisqu'on a dit que J, l'intervalle J, contenait l'image de l'intervalle I par la fonction U. Donc, comme A appartient à I, alors U de A appartient à J. Donc, je peux dire que quoi? Je peux dire que la fonction V est dérivable en U de A, puisqu'on a dit que la fonction V était dérivable sur J. Alors ça c'est équivalent à dire, ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vais prendre donc V de, alors c'est la même formule, hein, c'est-à-dire je ne prends pas A plus H, puisque à la place de A il va falloir que je mette U de A, donc je vais mettre U de A, il faudrait que je mette plus H, mais H a déjà été pris avec la fonction U, donc je vais mettre plus K, je vais prendre une autre lettre, donc plus K est égal à V. Alors là, j'avais U de A, donc ça me fait V de U de A. Si je remplace, plus, au lieu de H, j'ai K.
au lieu de U', j'ai V', au lieu de A, j'ai U de A, plus K epsilon 2 de K. Bien sûr, avec limite lorsque K tend vers 0 de epsilon 2 de K est égal à 0. Voilà, donc j'ai traduit la dérivabilité de la fonction V en U de A. Maintenant, ça c'est valable pour n'importe quel cas qui est tel que U de A plus K appartient à l'intervalle J. Donc je vais prendre il faudrait faire tendre K vers 0, donc je vais prendre quelque chose qui tend vers 0. Et bien qu'est-ce que je vais prendre pour K? Eh bien je vais prendre cette chose-là, c'est-à-dire je vais prendre U de A plus H moins U de A. On sait que ça tend vers 0 parce que la fonction U est dérivable, donc elle est continue. Et donc si elle est continue, bien entendu, U de A plus H tend vers U de A obligatoirement. Donc ici, en prenant K est égal à U de A plus H moins U de A, je remarque ici que ça c'est équivalent à U de A plus H est égal à U de A plus K. D'accord, on obtient. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est très calculatoire cette démonstration. Donc, il faut bien suivre et prendre son temps pour le faire. Si on ne prend pas son temps, on va faire des erreurs. Alors, je vais reprendre cette ligne-là. Je reprends cette ligne 2 là, ici. Et donc, j'obtiens V de quoi? Alors, U de A plus K. U de A plus K, c'est ici. On a dit que c'était U de A plus H. V de U de A plus H est égal, alors il ne faut pas que je me trompe dans le nombre de parenthèses, parce que là il va y en avoir beaucoup, est égal à V de U de A, ça ne change pas. V de U de A, il n'y a pas de souci. Ensuite, plus, ici je vais l'écrire en plusieurs lignes. K, V' de U de A. Donc je vais remplacer K ici par cette chose-là, c'est-à-dire je remplace K, j'ai dit K est égal à U de A plus H moins U de A, c'est-à-dire ça, donc je vais remplacer par tout ce qu'il y a, pardon, vous ne voyez pas, je vais remplacer K par tout ça, d'accord? Je vais zapper l'étape où je vais remplacer par ça, je vais mettre directement ce qu'il y a là. Donc ça me fait plus H U' de A, plus H U' de A, plus H epsilon 1 de H, pardon, ici, donc je vais le mettre entre crochets. Donc ça, c'était K fois V' de U de A. Plus, maintenant, il me faut le K epsilon 2 de K, donc ça me fait ici H U' de A plus H epsilon 1 de H, epsilon 2 de H U' de A plus H epsilon 1 de H. Et il me faut encore une parenthèse. Voilà. Ensuite, ça va être égal à quoi? Je vais reprendre mon égal ici. Alors, j'ai toujours mon V de U de A, celui-là, il me va bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où ça va être un petit peu compliqué au niveau du calcul. Et bien là, ici sur la deuxième partie du calcul, je vais faire donc la double distributivité comme ceci. La première flèche, je vais la mettre avec celle-là, et la deuxième flèche, je vais le mettre avec ce qui est en dessous. Donc ça me fait ici V U de A plus, alors plus quoi? Plus H U' de A multiplié par V' de U de A. Là c'est bon, j'ai donc la première flèche. Ensuite, je vais avoir plus quoi? Je vais avoir la deuxième flèche, ça me fait donc epsilon 1, j'ai oublié le H, H epsilon 1 de H ici, fois V' de U de A, plus ça ne change pas, ça reste toujours pareil. Alors, je vais écrire un peu plus petit, H U' de A plus H epsilon 1 de H, epsilon 2 de H U' de A plus H epsilon 1 de H
ici. J'ai toutes mes parenthèses, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce qui va me faire donc est égal. La première ligne, je la conserve. C'est-à-dire je garde donc mon V de U de A plus H U' de A V' de U de A. Et là, je vais mettre ici plus, eh bien, quand j'ai cette chose-là, je vais pouvoir mettre H en facteur. Je vois que ici, je vais entourer mon facteur commun, je vais le souligner. J'ai H ici que je vais pouvoir mettre en facteur dans ce crochet, donc il va être facteur de epsilon 2 bien sûr. Et j'ai H qui va être ici aussi. Et je vais donc pouvoir faire une factorisation. Je vais mettre donc H, facteur, je vais avoir un grand crochet. Il va me rester quoi? Ici, il va me rester epsilon 1 de H, V' de U de A. Plus, dans mon crochet, j'ai déjà le H qui est marqué, donc il va me rester U' de A, plus plus epsilon 1, pardon, le H il n'y est plus epsilon 1 de H. Voilà, epsilon 2 de H U' de A, plus H epsilon 1 de H. Voilà, j'ai fait donc ma factorisation et j'ai donc mon grand crochet qui est là, puisque j'ai mis mon H ici. Et si je regarde ici, toute cette chose-là, si je prends tout ça, eh bien, les epsilon, donc quand H tend vers 0, eh bien, on est d'accord que tout ça, là, ça tend vers 0. Donc, epsilon 2 de tout ça, ça va tendre vers 0 aussi. Là, epsilon 1 de H tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Et ça, c'est U de A, mais c'est multiplié par quelque chose qui tend vers 0 aussi. Donc, tout ça, ça va tendre vers 0. Donc, on va faire ici une grande accolade. Et je vais dire que ça tend vers 0 quand H tend vers 0. Donc, on va pouvoir écrire que, eh bien, ça, on va l'appeler et on va dire que on le note epsilon de H. Donc, j'avais un epsilon 1 et epsilon 2, et donc je vais noter epsilon de H, et qui tend vers 0 avec la limite lorsque H tend vers 0 de epsilon de H, qui est égal à 0. Et ça me donne quoi maintenant, si je prends cette notation? Eh bien, ça me fait est égal à, j'arrive à V U de A, V de U de A, plus H U' de A, V' de U de A. J'avais oublié une parenthèse ici. V' de U de A, plus H epsilon de H. Avec la limite, lorsque H tend vers 0 de epsilon de H ici. Et bien ça va être des conclusions. Et bien on a bien ici U de A plus H, c'est bien V de U de A plus H, c'est bien V rond U de A plus H. Là ici je retrouve V rond U de A, et ici je retrouve mon nombre dérivé. Donc ici, conclusion, V rond U est dérivable en A, et on a V rond U prime de A est égal à ce qu'on a ici, c'est-à-dire U' de A multiplié par V' de U de A, et on retrouve la formule de la propriété. Alors, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Application, maintenant. Application. Eh bien, en appliquant cette formule-là, on obtient de nouvelles formules de dérivation. On obtient de nouvelles formules de dérivation qui nous permettront d'avoir des raccourcis, et ce qui sera bien pratique. Donc je vais prendre par exemple exponentielle de U. Si je prends la dérivée, ça va nous faire donc U' exponentielle de U, en prenant, eh bien tout simplement, en prenant V égale exponentielle de X. Et bien entendu, la dérivée de la fonction exponentielle, c'est aussi exponentielle de X. Ou encore une autre, et j'en prendrai pas d'autres, hein, la dérivée de racine carrée de U. Alors cette fois-ci, ça va nous faire donc U' sur 2 racines carrées de U. Ici, en prenant, c'est pareil, en prenant
v de x est égal à racine carrée de x, et v' de x est égal à 1 sur 2 racines carrées de x avec la fonction racine carrée. Ici, j'aurais dû mettre les x, ça aurait été mieux. Et donc voilà. Donc voilà cette propriété qui est très importante, qui nous permet d'obtenir, de dériver tout un tas de fonctions qu'on n'aurait pas pu dériver sans.